Que j'appelle Alain Rouault, directeur commercial du pôle réhabilitation de Bouygues Bâtiment Grand Ouest. Vous avez porté le développement du marché de la rénovation chez Bouygues Bâtiment Grand Ouest. Et à vos côtés, Bruno Madeleine, directeur du patrimoine de Maine-et-Loire et Habitat. Vous avez en charge l'entretien, la maintenance et la réhabilitation de 15 000 logements. Et si vous voulez bien un tout petit peu avancer, parce que vous avez l'écran qui vous éclaire, 15 000 logements, essentiellement dans la maison individuelle en Anjou. Alors voilà, on va entrer de plein pied dans la massification de la rénovation avec un bailleur social qui est passé de 150 rénovations bon an mal an à 1500 l'année prochaine. Donc si ça, c'est pas de la massification. Et un constructeur qui a son actif 5000 rénovations. Alors je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, en effet, on entre dans le concret à Maine-et-Loire Habitat. Pourquoi on est entré dans le concret, dans la massification de travaux? C'est parce qu'on y a été, alors on était convaincus, mais on y a été d'une certaine manière un peu poussé, contraint, acculé, puisque Maine-et-Loire Habitat, comme on vous l'a indiqué, c'est essentiellement du pavillon. 80% de notre parc, ce sont des pavillons, et 66% de notre parc étant tout électrique. Autant vous dire qu'on prend de plein fouet la problématique énergétique. Et puis vient s'ajouter à ça l'impossibilité de vendre du patrimoine classé en F et en G. Là où les bailleurs sociaux essayent de vendre des logements pour financer les opérations de réhabilitation, les autres et le neuf, c'est un peu compliqué. On entend parler de menaces, de pénalités ou de taxation autour du carbone. Donc ça commence à être relativement pressant et sur un parc tel que Maine-et-Loire Habitat, ça peut devenir vite un enjeu et un risque majeur pour notre boîte. Évidemment, on a parlé de la précarité énergétique. Nous, on le mesure chaque jour, précarité énergétique de nos locataires. Si directement des locataires qui ne se chauffent pas ou ce sont des locataires qui ne payent plus leur loyer. Donc c'est... Voilà. Et puis, évidemment, pour Maine-et-Loire Habitat, c'est un déficit d'image. Je crois qu'il n'y a pas une journée sans qu'on ait des locataires qui nous appellent pour dire « je consomme trop, il faut faire absolument quelque chose ». Alors, ça, c'est pourquoi nous avons dû passer à la massification de travaux. Comme on vous l'indiquait, jusqu'ici, on avait un plan stratégique énergétique qui courait de 2010 à 2020, qui avait identifié 1500 logements à peu près à réhabiliter. Ça nous faisait 150 logements par an. On arrivait à le faire en équipe, en interne, globalement. Mais on avait omis une très très grande partie de notre parc qui était les logements tout électriques, les mieux isolés, en tout cas, qui étaient en classe E. Sauf que cette césure, on a pu la tenir jusqu'en 2016. Et à partir de 2016, on s'est dit non, c'est pas possible. On ne peut pas mettre toute cette partie de patrimoine de Maine-et-Loire Habitat de côté. Et donc, on a dit, ouvrons les yeux, regardons ce qu'il y a réellement à faire. Et donc, on est passé à 5600 logements à réhabiliter. Cette fois-ci, on n'avait plus 10 ans, mais quelques années. Donc, on a mis en œuvre, on a essayé de faire un vrai choc à Maine-et-Loire Habitat et on a changé totalement de paradigme. Évidemment, quand il faut aller si vite, on a commencé à avoir recours à des marchés de conception, réalisation, entretien, maintenance. On a commencé par 100 logements, puis par 1000, puis maintenant près de 2000 par marché, qui sont devenus maintenant des MGP, marché global de performance. Ce sont deux sigles qu'on utilise. Et CREM, c'est l'entretien et la maintenance qui est couplé à la conception et la réalisation. Donc c'est très important également. Donc ça, c'est la physionomie du parc de Maine-et-Loire Habitat en 2018 et c'est celle qui est projetée en 2024. Vous voyez, les taux se resserrent et le rythme augmente. Et l'idée, c'est de dire, dans un premier temps, on passe au niveau de la classe C. Ça, c'est notre objectif. On ramène nos 5600 logements en classe C. Une partie de ces 5600 logements, on va les ramener d'ici 2021 à 2024. On passe un palier, c'est-à-dire que là où on avait eu un engagement d'une étiquette énergétique, on passe sur un contrat de performance énergétique qui garantirait une consommation inférieure à 10% du revenu des ménages. Et la troisième et dernier objectif, qui est très proche, 10
d'ici 2021, on enclenche les premières réhabilitations à énergie zéro. Le bâtiment consommera autant qu'il produit en réhabilitation. C'est le fameux projet Energy Sprong, qui est maintenant du concret. Alors, chez Bouygues Bâtiment Grand Ouest, vous avez répondu à ce marché. Et pour Oui. répondre à ce marché, quelles sont les données qui vous ont permis de calibrer vos études? Alors, les données d'entrée sont en fin de compte celles qu'on rencontre dans un marché de conception-réalisation, même si ici, effectivement, il y a eu l'extension à l'entretien, à la maintenance. Bien évidemment, le premier élément, c'est de définir un principe de fonctionnement de la consultation. Soit on est en marché à bon de commande, soit en marché en offre globale, tout ça dans le cadre d'un concepteur-réalisateur. Ensuite, un élément important dans la définition d'un projet lorsqu'on travaille sur un secteur diffus, c'est d'avoir bien évidemment le nombre de pavillons sur lesquels on va être amené à intervenir, mais également aussi de connaître la cartographie, le positionnement de ces différents logements sur le département général, ce qui nous permet, nous, à un moment donné, de définir le barycentre de l'opération. Et on verra qu'à un moment donné, la logistique étant un élément important, il est à un moment donné, donc au stade de l'étude, important donc, de définir le barycentre de l'opération. Ensuite, bien évidemment, comme un marché de conception-réalisation classique, définir les objectifs du marché, les atteintes de performance dites réglementaires en lien avec les financements conventionnels, gains de charge, puisque à la fin, in fine, le calcul se fait en gain de charge, c'est-à-dire que dans ce calcul, on y met bien évidemment le gain des consommations, mais on y met aussi les coûts d'entretien, on y met également les coûts des abonnements. Donc il y a vraiment un travail très 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 fin pour atteindre le niveau de performance attendu par le maître d'ouvrage. Et enfin, ces travaux d'amélioration de performance énergétique sont souvent accompagnés de travaux complémentaires. Dans le logement individuel, on rencontre beaucoup de personnes âgées avec des difficultés de mobilité, et souvent ces travaux sont accompagnés de travaux d'adaptation aux personnes âgées. Donc ça, c'est des travaux qu'on vient mener en complément des travaux de performance énergétique. Ensuite, un certain nombre d'autres éléments qui sont là aussi très compliqués parfois pour un maître d'ouvrage à obtenir, ce sont donc bien évidemment, quand on travaille en global et forfaitaire, c'est qu'il faut nous fournir l'ensemble des données se rapportant au patrimoine. Donc là, on vient de traiter un marché de 1000 pavillons, il faut récupérer les plans des 1000 pavillons, il faut récupérer les données de construction, les données de composition des parois et ainsi de suite sur les 1000 pavillons. Et souvent, c'est là où ça commence à coincer un peu chez les maîtres d'ouvrage, parce que le patrimoine, il a entre 40 et 50 ans, les archives, elles sont loin, et c'est souvent très compliqué. Et c'est souvent là, à ce moment-là, qu'on passe en marché à bon de commande, ce qui permet, fin de compte, d'adapter la prestation à l'avancement des travaux. Alors maintenant, on va regarder concrètement. Appuyez sur le bouton. Voilà. Alors, comment on intervient sur un marché comme celui-ci? Alors d'abord, il y a une équipe, il y a un groupement qui a été constitué en amont. La constitution du groupement, c'est un élément important. On ne crée pas de groupement d'opportunités. Ça ne marche pas. Il faut créer des groupements dans lesquels l'ensemble des membres partagent la même vision, amènent leur savoir-faire et les partagent de façon tout à fait libre et ouverte. Si on prend les opérations du Maine-et-Loire, nous aujourd'hui on doit avoir à peu près 3000 pavillons sur le Maine-et-Loire. On a travaillé avec un bureau d'études qui, je vais le citer quand même parce que c'est important, I2D Conseil. Ce sont des gens qui nous suivent déjà depuis 3 ans à peu près, 4 ans même sur ces opérations-là, et c'est important. Ensuite, l'élément important aussi, c'est de considérer que chaque locataire chez qui on va être amené à intervenir est un client. En fin de compte, le maître d'ouvrage nous transfère la responsabilité de son client. Il est important à un moment donné donc on puisse le considérer comme notre client. Et le clé de voûte de cette organisation, en fin de compte, c'est la relation résident. On met en place une personne en charge de la relation avec le résident. Cette personne est intégrée complètement dans l'équipe d'encadrement de chantier. Et cette personne va participer aux côtés du maître d'ouvrage aux réunions d'information générale. Elle va également faire un rendez-vous individuel chez chacun des locataires. Elle va donc visiter les 1000 pavillons dans le cadre de Maine-et-Loire Habitat. Elle sera accompagnée dans ces visites par le conducteur de travaux qui, lui, vérifiera que les hypothèses techniques de réalisation de l'opération sont bien faisables dans le logement, au regard de l'aménagement du logement, l'encombrement du logement. Ça permet aussi à la relation résident de prendre en compte les contraintes de vie du locataire, parce que le locataire, il peut avoir aussi, il peut garder des enfants, il peut travailler de nuit, enfin voilà. Donc il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut que nous, on prenne en compte lorsqu'on va intervenir sur l'opération. Alors ça, c'est vraiment le point clé. Et puis le deuxième point clé, c'est que quand on a abordé ce marché-là en 2013, on avait déjà beaucoup de compagnons chez nous qui étaient des gens polyvalents. On avait surtout des compétences en corps d'état secondaire, plâtrerie, faïence, peinture, revêtement de sol, des choses comme ça. Mais
on s'est dit la performance énergétique, ça passe aussi par les systèmes. Et si on veut être performant sur ces marchés-là, il faut qu'on forme nos compagnons. Donc aujourd'hui, on a à peu près 100 compagnons qui sont formés exclusivement au métier de la réhabilitation. Et on en a donc, dans ces 100 compagnons, il y en a 37 qui ne font que de la plomberie et du chauffage. On est certifié professionnel du gaz naturel, on a une certification électrique, c'est-à-dire qu'on est totalement autonome. Et on réalise 100% des travaux dans le logement avec nos propres compagnons. C'est pour nous le seul moyen qu'on ait trouvé de garantir la qualité et puis le respect de nos engagements en termes de performance, mais aussi le respect de délai. Parce que comme disait Bruno l'autre jour, il me dit ce qui est assez impressionnant avec votre démarche, c'est que lorsqu'on dit à un locataire 3 mois à l'avance, on va intervenir le 12 novembre chez vous. Vous arrivez vraiment le 12 novembre? On arrive vraiment le 12 novembre. Aujourd'hui, on a un cycle, on fait 3 logements jour. Je ne sais pas si vous imaginez, mais pour livrer 3 logements par jour, il faut vraiment être organisé. Alors, le deuxième élément clé de l'organisation, c'est la logistique. Là, c'est pareil, on s'est dit au début, on ne va pas faire livrer tous les matériaux comme ça à la bonne franquette sur le chantier, hein, c'est pas possible, ça ne marche pas. Donc, fin de compte, on a fait le choix de sous-traiter la logistique. Dans le cas présent du Maine-et-Loire, on travaille avec un ESAT, donc en plus, ça nous permet de faire de l'insertion professionnelle, donc c'est quelque chose qui, dans un marché public, est contraint. Et quand on fait de l'intervention en site diffus, faire de l'insertion professionnelle, c'est très compliqué. Donc on a trouvé ce système et qui fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'ESAT Maine-Anjou, aujourd'hui, ils ont dû voir passer à peu près 3000 chaudières ou pompes à chaleur, 15 000 radiateurs, 200 km de tuyaux. Et tout ça, ils les recolisent pavillon par pavillon et chaque jour, ils viennent livrer une palette complète, pavillon par pavillon, sur lequel on va trouver la pompe à chaleur, les radiateurs, les coudes, les raccords, de façon à ce que le compagnon, quand il arrive sur le chantier, eh bien, il a tout à sa disposition et ça permet aussi de libérer un maximum de place sur le chantier parce qu'on est dans des lotissements en général et la place est contrainte. Il vous reste 5 minutes. Enfin, effectivement aussi donc une base logistique mobile hein, pour ce que nos compagnons donc voilà, sont mobiles sur l'ensemble du territoire. Au total, c'est 9 clients, 15 marchés, 5150 pavillons. Alors hier soir, on faisait le calcul avec Marie, on est arrivé à 5122 parce que comme on est dans des marchés à bon de commande, ça peut varier. Il y a des logements qui ressortent, d'autres qui rentrent. Et cette opération s'est réalisée sur 600 sites. Voilà. Et Bruno Madeleine, quel retour d'expérience vous faites, vous, à ce stade? Voilà. Alors, évidemment, des points forts, quelques points de vigilance. Si vous voulez regarder la salle, oui, oui. Donc, et vous avez un retour d'expérience. À Maine-et-Loire Habitat, un retour d'écran là devant vous. On a d'ores et déjà enclenché nos 1000 logements. Vous voyez, on aura fait quasiment en 8 mois ce que l'on a fait depuis 2010. La deuxième chose, c'est qu'on a un budget qui est maîtrisé. Hein. Tout ça, ce n'est pas des prix qui s'envolent. Hein. C'est vraiment quelque chose que 15 000 € du logement pour ramener un pavillon classé en F et G en classe C. Voilà, c'est pour un bailleur social, c'est tout à fait entendable. Bon, il faut organiser hein, la concertation auprès des locataires. Ça prend beaucoup de temps. On gagne aussi beaucoup de temps sur le chantier quand on a bien concerté au préalable. C'est 11 réunions publiques. C'est également le fait d'avoir mis en œuvre la conception-réalisation entretien-maintenance sur 5 ans. Ça garantit aux bailleurs le fait que, comme on a délégué au groupement la conception et donc la solution technique qui est apportée, ce n'est pas le bailleur qui l'apporte, c'est le groupement, eh bien, le fait d'avoir mis l'entretien-maintenance derrière sur 5 ans par ce même groupement, le bailleur est quand même relativement serein, puisque, en théorie, la personne qui maintient est co-responsable avec le groupement. Ensuite, on a mis en œuvre tout un système de suivi de consommation post-réhabilitation. On a même fait tout un système avec le programme MAGE, hein, qui est financé par les certificats d'économie d'énergie, à savoir chaque locataire est accompagné pendant 1 an dans le suivi et l'analyse de ses consommations, ainsi que tous les gestes éco-responsables et l'utilisation du nouveau matériel qui leur a été indiqué. On a également tout un système de standardisation de la réponse technique. Hein. Donc, on a des groupes de 8 ou 900 logements qui ont les mêmes types de travaux, ce qui permet la logistique derrière. Voilà, il y a une vraie logique de partenariat avec le groupement, entre le bailleur et le groupement. Hein. On a
c'est un vrai projet ensemble. Alain indiquait le planning séquencé. Donc là, c'est absolument impressionnant en effet, de se dire qu'on peut tout prévoir, on peut rassurer le locataire pour lui dire on interviendra le lundi 12 et on finira le vendredi. 5 jours. Tout sera terminé. Voilà. Et puis, Alain indiquait également, on attache beaucoup d'importance à cette personne en charge des relations locataires. C'est son métier. Elle ne fait pas de technique, elle fait uniquement de la relation locataire. Alors, je vais aller très vite sur les points de vigilance. Il ne faut pas minimiser dans ce type d'appel d'offres ou de projet la durée de l'appel d'offres qui est préalable au démarrage des travaux. C'est près de 11 mois entre le moment où vous décidez de lancer votre première consultation et le moment où les travaux démarrent. Il y a tous les temps d'études et réunir toutes les pièces techniques et administratives. J'insiste sur le fait qu'il faut, pour les bailleurs, en tout cas pour les clients, connaître très très tôt la composition de l'équipe du groupement qui va répondre. En effet, on a quelques écueils sur des groupements qui ne se connaissent pas. Et qui se réunissent à l'occasion de l'appel d'offres. Alors là, c'est un petit peu compliqué quand le mainteneur ne discute pas avec celui qui pose. Il ne faut pas minimiser la difficulté d'accès au logement. Chez nous, c'est un vrai souci et ça peut être un vrai grain de sable dans le planning séquencé. Comme ça va très très vite. C'est pas d'accès technique, c'est d'accès humain, les personnes qui ne veulent pas. Qui refusent les travaux, qui ne les comprennent pas ou malgré nos explications. Donc voilà, il faut user de pédagogie. Donc on indiquait qu'on arrive à sortir entre 20 et 30 logements par semaine désormais. Et puis, je voulais rebondir sur le fait que chez le bailleur, on a été obligé de renforcer nos équipes parce qu'on ne donne pas les clés du camion au groupement et on se dit, bah voilà, je vous ai donné 1000 logements, maintenant j'attends le résultat. Ça demande beaucoup de travail en interne, de préparation notamment pour réunir toutes les pièces techniques et administratives pour démarrer le chantier. Puis c'est 1000 visites d'état des lieux, c'est 1000 réceptions en très peu de temps. Et c'est également tout le montage en off de tous les dossiers de demande d'aide, certificat d'économie d'énergie, éco-prêt, déduction de taxes foncières, mise en place de la 3e ligne de quittance auprès des locataires. Vous imaginez que jusqu'ici, quand on montait 10 dossiers de certificat d'économie d'énergie, on a dû en monter près de 200 en 2 mois. Donc il a fallu trouver avec EDF, notre partenaire sur les C2E, la Caisse des dépôts en éco-prêt, tout un tas de mécanismes pour qu'on aille très vite. Notamment, je prends un seul exemple, on a réussi avec la Caisse des dépôts à ne plus déposer des dossiers d'éco-prêt logement par logement, enfin en tout cas typologie par typologie, mais on leur donne un tableau Excel qui comprend toutes les données et c'est un seul envoi et ça prend beaucoup moins de temps. Voilà. Bon, merci beaucoup. Si vous voulez bien applaudir nos 2 intervenants.